Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de Robert Zemeckis, ça s'appelle Here, alors c'est la Dream Team, c'est marqué sur l'affiche, l'équipe de Forrest Gump, effectivement, donc Zemeckis à la réal, on a Alan Silvestri à la musique, s'il vous plaît, on a Tom Hanks dans le rôle principal, et Robin Wright également, donc ouais, franchement, quand on se rappelle de Forrest Gump, on a envie d'y croire, on a envie de se dire... Ça va peut-être être le grand retour de Robert Zemeckis qui, dans les années 80-90, faisait partie de la Dream Team des meilleurs réalisateurs américains du monde. Vous vous rappelez, ils étaient tous assis à la même table avec De Palma, Lucas, Spielberg, Scorsese et compagnie. Sauf que il nous a fait rêver, on va pas lui enlever ça, un retour à le futur, Roger Rabbit et compagnie, mais depuis Seul au monde, et ça me fait vraiment mal de le dire, je trouve qu'il a fait aucun bon film. Vraiment, quoi. Même Flight, parce qu'on me ressort souvent cet exemple, avec Denzel Washington, j'aurais préféré si ça avait été réalisé par Clint Eastwood, je veux dire... Et encore, Walk en 3D, la traversée était impressionnante en 3D, parce que c'est de toute façon un technicien qui repousse les limites du cinéma, et oui, je veux dire, techniquement, il y a des choses qui sont très très impressionnantes, même Beowulf, je veux dire, moi j'aime pas du tout, mais oui, techniquement c'était impressionnant. Il n'y aurait pas eu Avatar s'il n'y avait pas eu avant le Pôle Express. Car voilà, quand il a les cloisons devant lui, il les repousse. Il essaye toujours d'offrir de nouveaux plans, de nouvelles façons de raconter des histoires. Et là, il adapte un roman graphique de Richard Maguire. Je vous montre quelques planches. C'est très très beau, très très expérimental, avec selon les époques, on va dire différents styles à l'intérieur, comme des tableaux. Vous savez, ça fait un peu penser, ce film et la BD, à un peintre qui peindrait une deuxième croûte par-dessus une première. Quand ils n'ont pas assez de toile, pas assez d'argent, c'est ce qu'ils font. Ou alors dans les chapelles, partout, on n'enlève pas la peinture, on repeint par-dessus. Et là, finalement, c'est un peu ça qui se passe. Et le réalisateur sort un petit rectangle magique, un petit peu au rayon X comme ça, et il peut passer à travers, on peut voir les différentes époques, tout en restant parfaitement et tout le temps au même endroit, d'accord ? Donc, tout le monde va qualifier ce film de premier film en plan fixe, et je vous rappelle qu'il y a eu un sacré nombre de films pornographiques comme ça, où la caméra bouge pas du tout pendant très longtemps, donc ça a déjà été fait en version porno, c'est la fameuse théorie de South Park, donc là ça existe maintenant dans la vie réelle, sauf que c'est pas vrai, c'est pas un plan fixe, c'est des centaines de plans, peut-être même des milliers, parce qu'il y a énormément de choses qui pop, qui s'enchaînent en fondu enchaîné tout le temps, mais la caméra ne bouge jamais. Donc c'est un point de vue unique, fixe, mais finalement, l'image est toujours en mouvement. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça le problème. Donc il a choisi, comme dans la BD, c'est un peu différent d'ailleurs, de placer sa caméra en haut, à gauche, en plongée légèrement, parce que l'œil humain, en tout cas, chez nous, les occidentaux, c'est le sens de la lecture. Donc, on commence par regarder les choses en haut à gauche, d'accord ? Et puis, on dévie sur la droite. Donc, la plupart des actions importantes vont se passer ici. Du coup, on voit à la fois le sol, à la fois le plafond. Évidemment, et ça pourrait se discuter, il a décalé la caméra, c'est-à-dire qu'on est un tout petit peu de côté, on n'est pas de face, pour pouvoir... appréhender les perspectives, parce que sinon, peut-être que le plan aurait été trop plat. Moi, je dis que ça aurait pu être justement très intéressant d'essayer de faire un plan fixe très plat, mais bon, pourquoi pas. C'est un peu une solution de facilité en ce qui me concerne, mais je comprends qu'on puisse le faire. C'est vrai que du coup, on voit un petit peu les reliefs, etc. Et du coup, on a l'impression de regarder Friends, ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de quatrième mur, tous les acteurs vont jouer intégralement et tout le temps, c'est bien normal, dans le salon. Il y a quelques petites choses qui se passent en off, dans la cuisine, à l'étage, etc., la porte d'entrée, mais on les entend, on les voit vraiment clairement que dans le salon. Et c'est du pur Zemeckis, c'est-à-dire que ça a beau être adapté d'un roman graphique, on a l'impression que le truc a été fait pour lui. C'est une machine à voyager dans le temps. D'ailleurs, ça fait penser également au concept de la première machine à voyager dans le temps, vous savez, qui était fixe, avec la roue comme ça, derrière, etc., où on voyait les choses défiler, mais la machine, elle restait complètement fixe tout le temps,
Bah là, c'est un petit peu ça. Il adore jouer avec le temps, Robert Zemeckis, il adore raconter l'histoire des États-Unis. Donc Forrest Gump et Here ont vraiment ce point commun, c'est-à-dire de passer à travers les grandes époques. Là, c'est encore pire parce qu'il élargit un petit peu le rayon d'action. On va de la préhistoire à nos jours, en quelque sorte. Et on va parler de la famille également, hein, ça c'est un grand thème, donc de lui-même, parce que Zemeckis il parle de son enfance, il parle de ses parents, voilà, donc on est vraiment dans quelque chose qui ressemble également à Retour vers le futur, vous voyez, hein, la thématique de la famille, etc. Donc le voyage dans le temps, l'histoire américaine, c'est du pur Zemeckis. Là, franchement, tu pouvais pas faire mieux. On est vraiment là-dedans. C'est toutes ses thématiques préférées. C'est cool. Il y a donc un high concept, donc un faux plan fixe. Donc voilà, il repousse les limites du cinéma, etc., etc. Et en plus, technologiquement parlant, il s'essaye au de-aging. C'est-à-dire qu'on a Tom Hanks qui passe de 20 ans à 80, quoi, 90 même. Et du coup, bah, déjà on le de-age. Et puis ensuite, numériquement, pareil, on le... Enfin oui, d'ailleurs, il y a des personnages hein, qui sont numériquement vieillis, et c'est un problème aussi, on va y revenir. Voilà, et donc, on passe comme ça à travers l'histoire américaine, très peu, mais surtout, globalement, sur l'histoire de la famille de Tom Hanks, donc son père, incarné par Paul Bettany, et puis lui, et ses enfants, et Robin Wright, etc., etc. Bon. Ça raconte pas grand-chose, le film, hein. Je vous le dis. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que on parle d'une famille qui ne bouge pas, justement. Hein, donc, qui aimerait, elle aimerait bouger, elle aimerait s'en aller de cette maison, etc. Et lui, bah non, lui, il préfère rester here, ici. Donc, il est assez buté, il est fixe sur ses idées. Et du coup, ça, c'est assez marrant, parce qu'au bout d'un moment, il y a les regrets, on n'a pas bougé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, blablabla. Et donc ça, c'est assez marrant par rapport au concept du film lui-même, puisqu'on parle d'un héros, Tom Hanks, qui a pas fait ce qu'il aurait voulu faire, qui est resté trop statique. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent. Ok. Mais en dehors de cette bonne idée, bon bah ça raconte pas grand-chose. Ça raconte, si vous voulez, l'histoire éternelle de tous les hommes et femmes du monde. Et c'est un petit peu ça qu'il essaye d'expliquer. C'est-à-dire que il a placé sa caméra ici, ce point de vue du monde, ça aurait pu être n'importe où en fait, ce point de vue unique, placé un petit peu aléatoirement, bah, finalement on se rend compte que ça aurait pu être placé partout sur la planète, on aurait raconté quelque part la même histoire. Donc ça aussi, poétiquement, c'est joli, etc., etc. Donc il y a plein de choses très très intéressantes. Il y a, on peut pas lui enlever ça à Zemeckis, hein, l'envie donc de repousser les cloisons, de faire un film expérimental, et il le fait, hein, je veux dire. Et voilà, et de raconter une histoire assez différemment de ce qu'on fait d'habitude. Ok, 2 points, sauf que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, les enfants, mais alors pas du tout. Déjà, la première chose, parce que là j'ai parlé des trucs bons, les mauvais points, c'est que c'est dégueulasse, c'est moche. Mais le film est immonde, la photo est pourrie. Alors, comme on est dans un salon, enfin je veux dire, voilà, il y a de la lumière tout le temps, il n'y a aucune zone d'ombre, etc. C'est vraiment dans l'impression d'être voilà, dans une telenovela, un catalogue Ikea, enfin c'est dégueulasse, vraiment c'est mais trop moche. Il y a une patine numérique, mais absolument ignoble, et qui marche pas du tout, parce que justement on passe à travers les époques. Donc dans la BD, il y a des styles différents graphiques. Là, non, là c'est toujours la même qualité numérique dégueulasse. Et quand tu vois la préhistoire en qualité numérique, quand tu vois les Amérindiens, voilà, en qualité numérique, avec des fonds verts derrière, des décors immondes, des incrustations, mais dégueulasses, mais vraiment quoi, enfin qui sautent à la gueule, ça marche pas du tout. Tu peux pas du tout y croire. Ça fait reconstitution, hein. Enfin vraiment, ça fait artificiel as fuck, j'ai envie de vous dire. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que la direction artistique, c'est absolument parfait, trop parfait. Les dents sont extrêmement blanches, les coupes de cheveux, c'est coupé au rayon laser, voilà, les vêtements, tout est repassé, nickel, les chaussettes jusqu'en haut, le truc, c'est irréel, si vous voulez. Alors on pourrait me dire, bah ouais, mais c'est adapté d'une BD, machin, donc bah c'est normal, une BD c'est parfait, non, bah oui, sauf que d'accord, admettons, mais une BD,
quand on la lit, un roman graphique, on n'est pas en train de se dire que c'est pas vrai. On n'est pas en train de se dire que c'est artificiel. On y croit. Et oui, effectivement, c'est dessiné, donc c'est artificiel. Mais je veux dire, on croit aux personnages, on croit aux situations. Là, le côté artificiel fait que on voit que de l'esbrouf. On voit qu'une reconstitution, on voit que des acteurs dans des costumes, on voit que des décors, franchement, et on a l'impression d'être au théâtre. Mais on a l'impression d'être au théâtre seulement, c'est une impression. Parce que, effectivement, ça pourrait paraître, on pourrait se dire, c'est le film le plus théâtral jamais fait. C'est-à-dire comme si vous étiez assis dans un fauteuil, voilà, hop, et puis que vous regardiez toujours de la même façon une scène avec 3 murs, etc., etc. Sauf que pas du tout. Pas du tout, moi je suis un théâtreux à la base et je peux vous le dire. Quand on est assis sur un fauteuil de théâtre et qu'on regarde une pièce, on reste pas comme ça. On n'est pas là comme ça en train de pas bouger les yeux. On regarde partout. On regarde son voisin, on regarde, je sais pas moi, les luminaires au plafond. On va focaliser sur la robe d'une nana, ou les pieds d'un acteur, la bouche d'un autre. Et en fait, on fait des plans comme ça en tournant la tête, en focalisant. Et on fait des plans nous-mêmes. On reste pas comme ça. Et là, en fait, c'est beaucoup plus un point de vue documentaire. Ce que pourrait faire un Raymond Depardon, par exemple, voilà, où il a posé sa caméra pendant 1 heure, les mecs parlent, on fait des jump cuts et tout, mais je veux dire, voilà, c'est beaucoup plus une caméra de surveillance, si vous voulez. C'est vraiment le point de vue d'une caméra de surveillance. Et, je suis désolé de le dire, la mise en scène, en revanche, est très théâtrale, parce que tu dois déplacer les corps dans l'espace par rapport du coup à ce point de vue unique, sauf que c'est vraiment, alors vraiment, l'étudiant en première année, quoi. Mais c'est nul, la mise en scène, mais elle est pourrie. C'est-à-dire que si, vous êtes sur scène, je vais vous faire une petite démonstration, entre guillemets, si vous avez une assiette, et que vous devez, vous êtes là, et que vous devez tourner de l'autre côté, vous allez toujours tourner la tête du côté du public pour que le public vous voit bien. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, on n'a pas le droit de montrer son crâne, entre guillemets, on n'a pas le droit d'être dos au public, quelque part. Ça, c'est ce qu'on apprend en première année, si vous voulez. Sauf que si, évidemment, on a le droit. Évidemment, là, tout est fait. Ils jouent comme ça, quoi. Ils sont de 3/4, ils montrent leur tête. Je veux dire, sur les canapés, ils sont assis de côté. Quand t'as, je sais pas moi, une vingtaine de personnes dans la salle, tout le monde est tourné du bon côté. Je veux dire, c'est artificiel comme jamais. Et comme jamais, tu ne crois absolument pas du tout à ce qui se passe. Rien n'est réaliste. Alors, c'est très probablement une volonté, encore une fois, de faire un conte, je sais pas quoi, sauf que ça ne marche pas du tout. Moi, je ne vois que les ficelles, les artifices, je trouve ça dégueulasse, et je trouve surtout qu'il n'y a aucune émotion qui passe. Et pour couronner le tout, les acteurs sont complètement aux fraises. Je veux dire, Tom Hanks, il est pas bon, mais tous, mais parce que c'est pas de leur faute, ils sont dirigés comme ça, ils sont au théâtre. Non, vraiment, on parle comme ça. Je vous assure, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, les mecs sont vraiment au théâtre. Et tu dis, mais c'est pas possible. Le seul qui joue bien, c'est Paul Bettany. Donc Paul Bettany, qui joue un alcoolique, etc. Lui, curieusement, il s'en sort vraiment bien, on y croit, à son perso. Mais voilà, le côté fixe, le côté statique, les artifices de mise en scène de première année de conservatoire, non, je vous assure, c'est pas possible, quoi. C'est angoissant. Et le de-aging en question, il est dégueulasse. C'est poupée de cire sur poupée de cire. On a l'impression de voir un film en synthèse. C'est atroce. Du coup, c'est pareil, on est focalisé sur la technique, on n'y croit absolument pas. Vraiment, ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et donc, quand ils vieillissent numériquement, je sais pas, le aging, je sais pas comment on peut appeler ça, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un acteur qui joue un Indien, qui est vieilli numériquement, mais tu vois que les yeux, un vieux, il a les yeux un peu vitreux, enfin voilà, ça marche pas du tout, là. Là, on voit que c'est pas vrai, quoi. Tout est fake, rien ne fonctionne. La musique d'Alan Silvestri, je suis désolé, le mec, je l'adore. Je veux dire, Retour à le futur, Forrest Gump, tu prends les 3 premières notes. Il y avait des thèmes, tu retenais tout, là tu retiens rien. La musique, tu retiens que dalle. Il n'y a pas un thème pour moi, en tout cas, franchement, ça m'est passé complètement au-dessus.
Et puis c'est Guimauveland, c'est Disneyland. C'est vraiment, ça te rabâche le truc, pour surexpliquer les émotions. Donc vraiment, mais c'est l'écœurement, c'est guimauve sur guimauve sur guimauve. Et le plan fixe, donc le fameux plan fixe, il ne tient même pas le concept, les enfants. Mais il ne tient pas du tout le concept. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Et je demandais pas à la Lune, peut-être une séquence. Peut-être que pendant une séquence, il aurait pu laisser justement un plan fixe, avec, je sais pas, quelqu'un qui arrive au loin, qui marche, peut-être pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jouer justement avec nos attentes, diluer le temps, comme il pouvait le faire avec le plan séquence un petit peu du début de Contact. Il y avait quelque chose de très long. Alors oui, ça bougeait, etc. Mais je veux dire, le plan durait, parce que c'était vraiment un seul plan. Là, en fait, ça superpose, ça enchaîne. Donc des petits carrés, des petites bulles dans les bulles. Vous allez voir la fenêtre du fond, par exemple, il va la diviser en 3. Et il y a une voiture qui va passer sur les 3 carrés. Et donc on va avoir une voiture de 1920, une voiture des années 80, puis une voiture des années 2000. Voilà. Et du coup, oui, c'est une bonne idée, si vous voulez. C'est sauf que il a peur qu'on se fasse chier. Je veux dire, c'est un film qui est censé être en plan fixe, et tu ne fais pas durer ton plan fixe plus de, je sais pas, 10 secondes. Mais c'est une hérésie pour moi, c'est incroyable. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même le concept du plan fixe, voilà, il a tellement peur qu'on se fasse chier, d'ailleurs ça se voit, hein, il a coupé, le film dure 1h40, 1h35 sans générique, c'est quand même rarissime. Ils se sont dit, ah, ouais, allez, les gens ils vont se faire chier, on va dynamiser tout ça. Donc, à la manière un petit peu du Hulk de Ang Lee, ben, bing, 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 on passe, voilà, d'une case à l'autre, d'une case à l'autre, d'une case à l'autre. Il y a un petit morceau de l'écran qui va être en 1920, l'autre en 2000, l'autre en 80, etc. Dans la BD, d'ailleurs, c'est intéressant. Là, je vous remontre voilà, une petite case. Il marque les dates à chaque fois. Et donc, on sait parfaitement où on est. Sauf que là, il a choisi de ne pas le faire. Et donc, il s'appuie encore une fois sur des clichés de ouf, sur de la musique, sur des choses qui passent à la télévision, par exemple sur des costumes, du coup, des coupes de cheveux qui sont over the top. C'est moche. Ça marche pas. Donc, ouais, c'est expérimental. Certes, oui, ça ressemble pas à grand-chose, à part peut-être un porno des années 80. Pourquoi pas ? Je veux dire... je suis d'accord avec ça. Ouais, d'accord, il a essayé de repousser voilà, des choses, avec le de-aging, etc. encore, sauf que ça ne marche pas. Il s'est vautré la gueule, lamentablement. Et moi, j'ai envie de lui dire, Robert, mais mec, mais arrête les expérimentations, peut-être. En tout cas, de temps en temps, peut-être que ton prochain film fait quelque chose sans effets spéciaux, fait quelque chose à la Clint Eastwood, tu vois, la jurée numéro 2, un film juste avec des acteurs qui jouent, voilà, pour essayer de nous toucher un petit peu. On n'est pas ému une seule seconde, c'est vraiment l'enfer. Et le seul moment, et je vous jure que j'exagère pas, hein, c'est la réalité, le seul moment où on est ému dans le film, vraiment, c'est le seul moment, je vous spoile pas, hein, c'est un spoil technique, quoi, on va dire, c'est le moment où la caméra bouge. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments où la caméra bouge dans le film. À un moment donné, elle tremble un petit peu. Et à un moment donné, donc, à une autre partie, la caméra bouge. Je vous explique pas pourquoi. Et là, à ce moment-là, on ressent quelque chose. On a de l'empathie pour les persos. On a, voilà, un petit truc qui se passe. Et on se dit, putain, mais tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire que t'es resté fixe pour nous raconter l'histoire d'un homme qui restait fixe. Mais finalement, bah, nous, spectateurs, on est resté fixe et si figé dans nos sentiments, on n'a rien ressenti. On a vu une démonstration technique dégueulasse d'un truc numérique pourrave. Franchement, Robert, donc, Here, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire, j'ai détesté. Et Zemeckis, bah, ouais, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, vraiment, c'est pas possible. C'est raté comme jamais. On en parle dans les commentaires. Est-ce que vous me trouvez trop dur ou pas ? Bah, on verra bien. En tout cas, ils n'ont pas montré le film à la presse. Hein. Je pense qu'ils n'étaient pas trop confiants. Là, j'ai regardé à gauche, à droite. A priori, il y a des gens qui aiment beaucoup le film, qui sont émus et tout. Waouh ! Faudra m'expliquer pourquoi, franchement, parce que là, moi, ça me dépasse complètement. Et bah, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a plu.
Et s'il vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!